Alors bonjour à toutes et à tous. La question de l'accès de l'administration aux locaux de l'entreprise et la connaissance de son action renvoie nécessairement au rôle de l'inspecteur du travail. Quels sont les droits qui sont reconnus à l'inspecteur du travail pour mener correctement ses missions? Mais de quelle fonction parle-t-on exactement? À l'évidence, c'est d'abord la fonction la plus vieille, la plus classique qui est en jeu, le contrôle de l'application dans l'entreprise des lois, des règlements et des conventions collectives. À l'origine de l'inspection du travail, la loi du 19 mai 1874, qui répondait à la légitime inquiétude des employeurs, à savoir des distorsions de concurrence en raison du non-respect par certaines d'entre elles de la loi du 22 mars 1841 protégeant les femmes et les enfants. La loi du 2 novembre 1892 va mettre en place la véritable première inspection du travail et elle confirmera la nécessité de contrôler les entreprises pour veiller à l'application des textes. C'est cette même loi qui dotera les inspecteurs du travail de droits pour mener à bien leur mission de contrôle. Avec le temps, la fonction de l'inspecteur du travail a profondément évolué. Au départ, son rôle correspond à la finalité qui était dévolue au droit du travail, à savoir protéger les travailleurs les plus vulnérables de l'industrie en veillant au respect des règles sur l'hygiène, la sécurité ou encore la durée du travail. Aujourd'hui, la mission de l'inspecteur a été considérablement élargie, qu'il s'agisse des rapports individuels ou collectifs de travail. À la différence de beaucoup de ses collègues européens, il exerce désormais un véritable magistère social. Avec les évolutions sociales et technologiques, les modalités d'intervention des inspecteurs du travail sont questionnées. Les nouvelles réalités de la vie au travail dans les entreprises, comme le développement du télétravail ou encore la dématérialisation des documents, invitent naturellement à s'interroger sur les moyens d'action reconnus aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, sur le plan historique, on s'est rapidement éloigné de l'image d'un inspecteur dont la fonction se limiterait à contrôler et à sanctionner. Ce changement de perspective doit être mis en relation avec la question de la nature et de l'objet du droit du travail. À côté de sa fonction traditionnelle de protection des travailleurs, le droit du travail ne doit pas non plus contrarier l'entreprise dans sa dimension économique. C'est pourquoi, en dehors de la fonction de contrôle, l'inspecteur du travail est aussi l'homme qui conseille les salariés, comme les employeurs, et mène des actions de conciliation entre les uns et les autres. Il est même parfois celui qui est chargé de promouvoir des politiques en faveur de l'emploi. Pour mener à bien l'ensemble de ces fonctions, l'inspecteur du travail ne peut pas se contenter de donner à son action un caractère exclusivement répressif. Il est aussi celui qui aide à résoudre les difficultés des acteurs de l'entreprise et prévenir certains risques. Comme le décide l'article R81-12-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail contribue notamment à la prévention des risques professionnels ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales. Il est encore indiqué par la Convention numéro 81 de l'OIT que le système d'inspection du travail sera chargé, je cite, de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces afin d'observer les dispositions légales. Le nombre d'observations très élevé est mis chaque année par les inspecteurs du travail et par comparaison le nombre très faible de procès-verbaux témoigne de la nécessité de convaincre les acteurs de se conformer aux prescriptions avant de réprimer. À cet égard, d'ailleurs, le procès-verbal est parfois même ressenti comme un constat d'échec. De ces quelques propos introductifs, on retiendra que les missions attribuées à l'inspecteur du travail sont très diverses et que ses moyens d'action ne s'inscrivent donc pas nécessairement dans une perspective répressive. La loi doit lui attribuer diverses prérogatives pour mener à bien sa fonction de contrôle, mais aussi ses fonctions de conseil, de médiation ou encore de prévention. Alors, quels sont concrètement les droits reconnus à l'inspecteur du travail pour mener à bien sa mission? Deux perspectives guident la démarche du législateur.
il convient de permettre à l'inspecteur du travail, d'une part, d'accéder aux locaux de l'entreprise et d'autre part, de l'autoriser à rechercher l'information. C'est ces deux points sur lesquels je vais me concentrer, accéder aux locaux de l'entreprise, rechercher l'information. Accéder aux locaux de l'entreprise. En vertu de l'article 93-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail dispose d'un droit d'entrée dans tous les établissements où travaillent des salariés. Ce droit d'entrée est prolongé par un droit de visite. Droit d'entrée, droit de visite, droit d'entrée tout d'abord. Droit d'entrée, nous dit le Code du travail, qui permet aux inspecteurs d'assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. Ce droit d'entrée n'est subordonné à aucune condition. En particulier, il n'est pas nécessaire qu'une infraction soit supposée. En conséquence, l'employeur ne peut pas s'opposer à l'entrée de l'inspecteur du travail dans son entreprise, sauf à commettre le délit d'obstacle réprimé par la loi. Les agents de l'inspection du travail n'ont pas non plus l'obligation de prévenir les employeurs de leur visite. Toutefois, l'article 12 de la Convention numéro 80 de l'OIT prévoit qu'à l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. La question de la justification de l'identité du contrôleur est envisagée par l'article 12 de cette même convention de l'OIT. Le texte parle d'un droit d'entrée exercé par un inspecteur muni des pièces justificatives de son identité. De son côté, le Code du travail prévoit encore que l'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité. Mais ces textes doivent être entendus de manière souple, comme le décide la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Le délit d'obstacle est caractérisé si l'employeur s'oppose à l'entrée de l'inspecteur alors qu'il n'a aucun doute ni sur l'identité ni sur la qualité de la personne qui contrôle son établissement. S'agissant de la nature de l'établissement contrôlé, la loi nous indique que l'inspecteur peut accéder à tous les lieux où sont applicables les règles du droit du travail, c'est-à-dire les lieux où les salariés sont appelés à travailler. Sont encore concernés par cette visite les lieux où les salariés peuvent se déplacer, comme par exemple les vestiaires, les locaux réservés à la restauration ou aux représentants du personnel. Pour éviter des débats inutiles sur cette question, l'article 12 de la Convention de l'OIT numéro 81 prévoit que l'agent de contrôle peut pénétrer dans tous les locaux où il peut avoir un motif raisonnable de penser qu'il est soumis à son assujettissement. Le contrôle s'effectue le jour, mais aussi la nuit, dès lors que le travail est effectué la nuit, ou s'il existe des indices sérieux permettant de penser que des travailleurs sont occupés illégalement de nuit. Dans une perspective futuriste, on pourrait aussi s'interroger sur l'exercice du droit d'entrée dans un entrepôt entièrement robotisé et automatisé, mais dès lors que des hommes doivent pénétrer dans ces locaux pour assurer la maintenance des robots, le droit d'entrée de l'inspecteur du travail demeure nécessairement. Une difficulté particulière pourrait survenir lorsque les travaux sont effectués dans des locaux habités. En vertu du Code du travail, l'entrée de l'inspecteur du travail dans un local habité suppose l'autorisation préalable de la personne qui l'occupe. Diverses précisions ont été apportées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur la nécessité d'obtenir l'accord des personnes occupant l'habitation. Dans un arrêt en date du 19 mars 1985, il a été décidé que l'accord des occupants de l'immeuble visité ne s'applique pas à un hôtel-restaurant ouvert à la clientèle, même si une petite partie est en partie réservée à l'habitation des hôteliers. La Chambre criminelle a encore précisé que la nécessité de disposer de l'accord de la personne qui habite l'immeuble n'interdit pas aux agents de contrôle de constater depuis l'extérieur, à travers une fenêtre ou depuis un couloir, des infractions qui se commettent dans les locaux.
La question de l'accès aux locaux connaît évidemment un regain d'actualité avec le développement du télétravail. À cet égard, l'article 8 de l'ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail stipule que si les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail, cet accès est subordonné à l'accord du télétravailleur s'il exerce son activité à son domicile, la solution étant évidemment commandée, comme le rappellent les partenaires sociaux, par le respect de l'intimité de la vie privée. Voilà pour la question du droit d'entrée. Intéressons-nous maintenant au droit de visite de l'inspecteur du travail. Le droit de visite, c'est la conséquence logique du droit d'entrée. Il permet à l'inspecteur de s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires, mais aussi de procéder à des enquêtes. Ce droit de visite soulève principalement, à mon sens, deux interrogations. La première est relative aux personnes qui peuvent accompagner l'inspecteur, et la seconde concerne les modalités d'une éventuelle enquête. S'agissant tout d'abord des accompagnateurs, l'inspecteur peut se faire aider par des techniciens qui disposent d'une grande expertise scientifique et technique, notamment dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Comme le champ d'intervention de l'inspecteur du travail est particulièrement vaste, il peut évidemment être utile de faire appel à un personnel plus spécialisé sur certaines questions particulières. On songe par exemple aux médecins inspecteurs du travail qui disposent d'une compétence particulière sur les questions liées à la santé physique ou mentale des travailleurs, ou encore aux ingénieurs de prévention dont le rôle consiste à évaluer les risques et proposer des actions de prévention. Ces différents acteurs bénéficient, comme l'inspecteur du travail, d'un droit d'entrée au sein de l'entreprise. La présence de l'employeur n'est pas obligatoire au cours de la visite de l'entreprise. Comme le précise une réponse ministérielle, rien n'oblige le chef d'entreprise à consacrer du temps à l'inspecteur du travail. En revanche, l'absence ou l'indisponibilité de l'employeur ne saurait faire obstacle à la présence de l'inspecteur du travail. La présence des membres du comité social et économique est aussi envisagée par le Code du travail dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Le Code du travail prévoit que lors des visites de l'inspecteur du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. Le texte ajoute « L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité si ce dernier le souhaite ». À côté des accompagnateurs se pose un deuxième problème, celui du droit d'enquête. Dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, l'inspecteur dispose d'un pouvoir d'enquête et d'audition. Si l'agent de contrôle peut décider de sa propre initiative d'opérer une enquête, et tout à l'heure la table ronde envisagera les raisons potentielles de cette enquête, celle-ci trouve en tout cas régulièrement son origine dans un signalement opéré par un salarié. À cet égard, l'article 15 de la Convention numéro 81 de l'OIT précise que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de la plainte. La solution est encore rappelée par l'instruction de la Direction générale du travail du 12 septembre 2012 sur les procès-verbaux, je cite, « L'obligation de confidentialité s'impose à l'agent de contrôle chaque fois qu'un ou des salariés lui ont demandé une intervention ou lui ont signalé un manquement de l'employeur et il ne doit pas indiquer qu'il a agi à la suite d'une plainte. » De son côté, la Chambre sociale de la Cour de cassation décide régulièrement que, sauf abus, le fait pour un salarié d'informer l'inspecteur du travail de faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux ne constitue pas en soi une faute. Pour mener à bien son enquête, en application de l'article 93-2 du Code du travail, l'inspecteur du travail est habilité à demander aux employeurs et aux personnes employées dans l'entreprise de justifier de leur identité et de leur adresse. Si une personne refusait de justifier son identité, comme l'inspecteur du travail ne dispose pas de pouvoir coercitif, il faudrait recourir à un officier de police judiciaire. L'audition de l'employeur ou d'un salarié est envisagée par l'article 12 de la Convention numéro 81 de l'OIT.
le texte autorise l'inspecteur à interroger, je cite le texte, soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales. L'audition est encore abordée de façon plus particulière par certains textes du Code du travail. Ainsi, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, le Code du travail prévoit que l'inspecteur est habilité à entendre, en quelque lieu que ce soit, et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, dans un titre consacré à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le Code du travail prévoit que l'inspecteur peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. On notera encore, bien évidemment, que dans le cadre d'un accident du travail, grave ou non, dès lors que, en tout cas, il y a incident susceptible d'avoir des conséquences graves, la loi prévoit la possibilité pour l'inspecteur du travail de réaliser une enquête. Quel cadre a cette enquête ? Les auditions opérées par l'inspecteur du travail supposent le consentement des personnes entendues. En conséquence, on ne peut pas reprocher à un salarié de refuser de témoigner. En revanche, l'employeur s'expose au délit d'entrave s'il s'oppose à l'audition par l'inspecteur du travail de ses salariés. Toujours dans le cadre de l'instruction DGT du 12 septembre 2012, il est précisé que l'inspecteur du travail, l'agent de contrôle, doit informer le salarié sur l'utilisation qui pourra être faite de son témoignage. La solution est conforme à l'idée que le témoignage doit être effectué en connaissance de cause et ne doit pas entraîner de difficultés pour le déclarant. Toutefois, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, les sociétés mises en cause dans le cadre d'un procès ne peuvent pas reprocher aux agents de contrôle de n'avoir donné aucun avertissement aux salariés auditionnés lors d'un contrôle dans l'entreprise sur la portée de leurs déclarations mentionnées au procès-verbal. Cette solution s'explique par le fait que l'information des salariés sur la portée de leurs déclarations a pour seul objet la protection de ces derniers. La Chambre criminelle a encore refusé le 19 juin 2018 de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une QPC interrogeant sur la légalité des textes du Code du travail qui permettent à l'inspecteur du travail d'interroger les salariés sans les informer sur leur droit de se taire. La Chambre criminelle relève d'une part que les dispositions légales n'imposent pas que la personne entendue soit informée d'un droit de se taire, mais seulement qu'elle ne peut être entendue qu'avec son consentement. Et d'autre part, que les auditions sont réalisées dans un cadre de procédure non contraignant. En conséquence, dit la Chambre criminelle, la loi opère une conciliation équilibrée entre l'exigence de protection des salariés et le procès équitable et les droits de la défense. À l'issue de l'enquête, l'inspecteur du travail fait souvent part de ses constats à l'employeur dans le cadre d'une lettre d'observation ou d'un rapport circonstancié. L'inspecteur du travail peut-il également transmettre à un salarié des éléments figurant dans le rapport ? L'intérêt est évidemment de pouvoir éventuellement utiliser les constats opérés par l'inspecteur du travail dans le cadre d'un contentieux judiciaire. Assurément, l'éventuel procès-verbal qui contient les éléments personnellement constatés par l'inspecteur du travail ne peuvent pas être communiqués à un salarié. Seul le procureur de la République en est le destinataire. Par ailleurs, on sait que l'inspection du travail doit veiller à ne pas violer son obligation de discrétion professionnelle et ne pas communiquer des données nominatives qui concerneraient des salariés de l'entreprise, comme par exemple le montant des salaires perçus. Il convient encore de veiller au respect de la vie privée des salariés et de ne pas porter atteinte, de ne pas porter préjudice à l'entreprise
en communiquant des informations qui pourraient remettre en cause le secret des affaires. Mais dès lors que l'ensemble de ces considérations sont bien respectées, la doctrine considère qu'un inspecteur du travail peut informer le salarié des suites données à une visite sur sa plainte. La solution pour la doctrine est conforme au principe selon lequel l'administration doit rendre compte de son action. Le raisonnement a d'ailleurs été approuvé par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 janvier 2014, dans le cadre d'une procédure contentieuse pour établir une présomption de discrimination. Dans cette affaire, un inspecteur avait été saisi par des salariés s'estimant victimes d'une discrimination à raison de leur activité syndicale. Suite à cette saisine, il a établi un rapport circonstancié sur les faits constatés lors de son enquête et transmis celui-ci aux salariés concernés. Dans le cadre de leur action en justice, les salariés ont produit ce rapport pour démontrer l'existence d'une discrimination syndicale. Dans le cadre de son pourvoi, l'employeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'une présomption de discrimination en se fondant sur un rapport d'enquête établi par l'inspection du travail sur sollicitation des salariés. Le recours est rejeté par la Chambre sociale qui décide qu'un salarié peut établir l'existence d'une présomption de discrimination en s'appuyant sur un rapport établi par un inspecteur du travail. Elle souligne à cette occasion qu'en vertu de la loi, l'inspecteur du travail bénéficie des garanties d'indépendance nécessaires dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, nous dit la Chambre sociale, je cite, « Il importe peu que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées. » Dans le prolongement du pouvoir d'enquête, on notera que depuis la loi du 3 juin 2016, l'inspecteur du travail peut aussi procéder à une audition libre. De quoi s'agit-il ? On sait qu'au cours d'une enquête, les policiers ou les gendarmes peuvent, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, peuvent décider donc d'entendre cette personne. Dans ce cadre, une convocation écrite doit être envoyée à la personne avec indication des éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle elle est mise en cause. Et si par ailleurs l'infraction concernée est punie d'une peine de prison, il faut indiquer le droit à la personne d'être assistée par un avocat au cours de l'audition. Eh bien, à l'instar de la police judiciaire, donc depuis la loi du 3 juin 2016, l'inspecteur du travail a aussi le pouvoir de mener cette audition libre. Alors, je n'insiste pas plus sur ce point puisqu'elle fera l'objet d'un développement tout à l'heure dans le cadre de la table ronde. La loi permet donc à l'inspecteur du travail d'accéder aux locaux, c'est la première partie de mon intervention. Elle lui permet aussi de rechercher l'information. Deuxième partie, donc rechercher l'information. L'inspecteur doit être en mesure d'accéder à l'information pour mener à bien sa mission de contrôle. C'est pourquoi il peut se faire communiquer certains documents et dispose d'un droit de prélèvement. Accéder aux documents, opérer des prélèvements, deux temps dans le raisonnement, accéder aux documents. Le Code du travail prévoit que les inspecteurs peuvent se faire présenter au cours de leur visite l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail. De son côté, la Convention numéro 81 de l'OIT reconnaît ce même droit aux inspecteurs du travail en ajoutant qu'ils peuvent copier les documents ou en établir des extraits. Cet accès aux documents, nous dit la Convention de l'OIT, doit permettre un échange constructif avec la direction de l'entreprise. Cet accès aux documents soulève deux interrogations. Première interrogation, il faut d'abord s'interroger sur la nature des documents qui sont susceptibles d'être réclamés par l'inspecteur du travail. Il conviendra ensuite de préciser les modalités de transmission. Alors, s'agissant des documents auxquels l'inspecteur du travail peut avoir accès, la loi, le Code du travail, parle de tous les documents rendus obligatoires par la réglementation légale.
Il peut s'agir par exemple du registre unique du personnel où figurent tous les noms et prénoms des salariés dans l'ordre d'embauche, du double des bulletins de paye ou encore des documents permettant de comptabiliser la durée du travail, le temps de travail de chaque salarié, tel que relever des horaires individualisés par exemple. Un certain nombre de documents, je ne développe pas, sont aussi liés à la problématique de l'hygiène et la sécurité. L'impossibilité pour l'inspecteur du travail d'exiger la communication de documents qui ne sont pas rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale ou réglementaire peut rendre difficile la preuve de certaines infractions. Il y a quelques années, dans le cadre d'un contentieux relatif à la discrimination syndicale, la Cour de cassation, chambre criminelle, avait décidé que l'inspecteur du travail ne pouvait pas obtenir communication des fiches d'appréciation des salariés car il ne relève pas des documents rendus obligatoires par le Code du travail et en conséquence, le délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail n'était pas constitué. Cette analyse est sans aucun doute conforme au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, mais néanmoins, elle n'aide pas l'inspecteur du travail dans l'accomplissement de ses missions. C'est pourquoi le législateur est intervenu à diverses reprises pour octroyer dans certains domaines un droit de communication élargi à l'inspecteur du travail. Article 93-5 du Code du travail, les agents de contrôle peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation des faits, susceptible de vérifier le respect de l'application du Code du travail dans les domaines prévus par la loi. Et sont visés par ce texte les dispositions du Code du travail et du Code pénal interdisant toute discrimination, les dispositions du Code du travail relatives au respect de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, les dispositions du Code du travail relatives à l'exercice du droit syndical, les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement moral et sexuel, et enfin les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité. Dans la pratique, dans ces domaines précités, le droit de communication élargi accordé à l'inspecteur du travail permet d'accéder à de nombreux documents, comme par exemple les curriculum vitae des candidats à l'embauche, les fiches d'appréciation des salariés ou encore les comptes rendus des entretiens d'évaluation. En dehors de ces 5 domaines précités, un accès très large aux documents est également reconnu aux agents de contrôle en matière de travail illégal, et on sait que derrière cette notion se cachent de nombreuses infractions. Alors, je ne développe pas sur ce point pour gagner un petit peu de temps et ne pas être en retard dans mon intervention. Je noterai également que pour renforcer la lutte contre le travail illégal, la loi prévoit que les agents de contrôle peuvent échanger des renseignements et des documents avec d'autres agents de l'administration organisme, comme par exemple la police judiciaire, la Direction générale des impôts et des douanes, ou encore l'URSSAF. Cette collaboration d'ailleurs avec l'URSSAF invite l'inspecteur du travail également à transmettre à l'URSSAF les procès-verbaux de travail illégal afin de permettre à celle-ci de recouvrer les cotisations et contributions sociales. Au-delà de la question de la nature des documents qui peuvent être communiqués aux inspecteurs du travail, se pose la question des modalités d'accès. Alors, il appartient tout d'abord à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour que, même en son absence, l'inspecteur du travail puisse se voir remettre les documents requis. L'employeur n'est pas tenu de prévoir une délégation de pouvoir, il peut se contenter d'informer un membre de son personnel sur l'endroit où se trouvent par exemple les registres. La demande de l'inspecteur n'obéit pas non plus à un formalisme particulier. En conséquence, s'il n'est pas nécessaire de procéder à une réquisition écrite, une simple demande verbale est suffisante. Bien évidemment, parce que le support papier, on le sait tous, est en recul, se pose la question de l'utilisation des supports numériques. Le législateur a autorisé progressivement le recours à ce support dans la mesure où il présente des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Comme le dit la loi, l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres. Ce support est conçu, dit la loi, de façon à obtenir sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération toutes les mentions obligatoires. Je ne développe pas sur les documents pour lesquels ce support numérique a été autorisé. Vous retrouverez éventuellement dans l'écrit. Une circulaire de la Direction générale du travail a précisé à l'égard de ces supports numériques que l'employeur doit mettre à la disposition des agents de contrôle un moyen
leur permettant d'accéder directement aux informations stockées. Par exemple, on peut supposer un terminal d'ordinateur avec écran de lecture, ou d'extraire à leur demande immédiatement ou dans un certain délai compte tenu des contraintes techniques, tout renseignement permettant de répondre à des besoins plus affinés. La Cour de cassation, de son côté, a encore précisé que dans les entreprises à structure complexe, l'inspecteur du travail peut éventuellement exiger la communication de décisions au niveau de l'établissement dès lors que celui-ci dispose d'une autonomie fonctionnelle minimale matérialisée par la présence d'un délégataire du chef d'entreprise ayant le pouvoir de recruter du personnel. Accéder donc aux documents de l'entreprise avec un complément, dernier élément, la possibilité d'opérer des prélèvements. Alors, ce droit de prélèvement, il est reconnu par la convention de l'OIT précitée. Le texte nous dit l'inspecteur est autorisé à prélever, à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti des matières ou substances qui ont été prélevées et emportées à cette fin. Le Code du travail précise également de son côté que, concurremment avec les officiers de police judiciaire, les inspecteurs du travail ont la possibilité d'opérer des prélèvements sur les matières mises en œuvre ou les produits utilisés. L'objectif est évidemment de vérifier que les produits utilisés ne présentent pas d'effets nocifs pour la santé des travailleurs. Parce que ce droit de prélèvement est peu utilisé en pratique, des possibilités de vérification ont été mises en place par l'ordonnance du 7 avril 2016. Concrètement, l'agent de contrôle peut demander à l'employeur de faire procéder par des organismes accrédités ou agréés à des contrôles techniques. La loi précise le but de ces contrôles techniques, faire vérifier la conformité des installations, des équipements, vérifier la nature de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, biologiques, faire procéder à l'analyse de toute matière, mélange, matériaux susceptibles de contenir, nous dit la loi, des agents physiques, chimiques, biologiques dangereux pour les travailleurs. Ces vérifications et mesures, dont le coût, nous dit la loi, est à la charge de l'employeur, doivent être réalisées par des organismes agréés ou accrédités. Le recours à de tels organismes doit être approuvé car, nous l'avons vu précédemment, comme l'inspecteur du travail dispose d'un champ de compétences très large en droit français, à la différence parfois de certains de ses homologues étrangers, il n'a pas nécessairement les compétences techniques pour opérer lui-même les contrôles. Alors la loi précise ensuite les domaines de vérification. Il peut s'agir par exemple de contrôler l'aération et l'assainissement des locaux, vérifier la conformité des équipements de travail, l'exposition au bruit. On notera que la mise en œuvre de cette procédure de vérification n'exige pas la constatation d'une infraction. En pratique, évidemment, cette procédure de vérification va présenter un intérêt certain en cas d'accident du travail pour vérifier le respect des règles de protection des travailleurs. S'agissant de la procédure à respecter, la loi nous indique que l'agent de contrôle doit notifier par écrit à l'employeur la demande de vérification, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. L'écrit doit indiquer le délai qui est appartient à l'employeur pour saisir l'organisme agréé, et en fonction de la nature de l'infraction, le délai est soit prévu par un texte, soit laissé à l'appréciation de l'inspecteur du travail. Enfin, l'employeur doit transmettre les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception, et s'il est fait état d'une non-conformité, l'inspecteur demandera à l'employeur de se conformer à la réglementation légale. Alors en conclusion, un mot sur les suites que l'inspecteur du travail serait éventuellement amené à donner à son contrôle. Lorsqu'il constate des manquements à la réglementation, vous savez aussi bien que moi que l'inspecteur peut formuler des conseils, des observations, établir un procès-verbal qu'il transmet au parquet, ce dernier devant parfois être précédé d'une mise en demeure. On sait aussi, et ce sera l'objet du programme de l'après-midi, que depuis l'ordonnance du 7 avril 2016, les agents de contrôle sont autorisés à recourir à des modes alternatifs de répression, amendes administratives,
transaction, à l'instar de ce qui existait déjà dans d'autres branches du droit. L'objectif étant de rendre la sanction plus rapide et surtout plus effective. Cette grande variété de mesures doit être mise en balance avec la liberté octroyée à l'inspecteur du travail dans les suites qu'il entend donner à ces constatations. Liberté qui est affirmée par la Convention numéro 81 de l'OIT et laissée, dit cette Convention, à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. De ce côté, le Code du travail prévoit que les inspecteurs sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter. En pratique, il apparaît que l'établissement immédiat d'un procès-verbal est peu fréquent, l'inspecteur préférant opter pour des conseils ou des observations. Ce constat est intimement lié au principe de libre choix qui permet aux inspecteurs de faire preuve de pédagogie. Ils vont souvent adopter une approche souple qui incite les employeurs à adopter leur méthode de travail pour mieux répondre aux exigences de la production tout en remédiant aux violations de la réglementation. Cette question des conséquences et des suites va être également abordée de façon très pratique par les intervenants de la table ronde et je leur cède volontiers la place.